Namasté, namasté, je salue le divin qui est en vous. Voilà, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous, de partager ce chemin de vie. En fait, je ne vais pas vous raconter l'Everest, je suis désolée, mais je vais vous raconter comment on y monte, comment on redescend, comment on peut le transformer. Et comment la vie, en fait, c'est un enchaînement de responsabilités, d'attraction et de création. Et comment, en fait, quand on va mettre un pied à droite ou à gauche, votre vie, elle va changer complètement. D'avoir dit oui un jour, alors moi j'étais en médecine, j'aimais un peu le sport quand même. Je suis un peu petite, alors je suis sur la pointe des pieds, vous ne le voyez pas. Comment en fait, j'avais 24 ans, j'étais en médecine, j'ai dit oui alors que je n'avais pas fait le Mont Blanc, j'ai fait un premier 8000 mètres, c'était au Pakistan. Et ce premier 8000 mètres a changé complètement ma vie. Mais en fait, ce n'est pas tellement ce 8000 mètres, c'est d'avoir dit à un ami qui était médecin, qui lui passait l'internat, moi je ne le passais pas à ce moment-là, et chaque fois je lui dis c'est toi qui as changé ma vie parce que tu m'as proposé ta place. En fait, je crois que le plus important, c'est d'avoir suivi mon intuition, d'avoir osé. Je n'avais pas fait le Mont Blanc, j'aimais la montagne, j'étais sportive, je ne savais pas ce que c'était un 8000 mètres, c'était au Pakistan. Je ne connaissais pas grand-chose en médecine, ne tombais pas malade là maintenant parce que je n'ai toujours pas pratiqué la médecine, si ce n'est en très haute altitude. Mais la médecine m'a tout permis. Et j'ai juste osé parce que j'ai suivi mon intuition, j'avais juste envie, ça m'attirait. Et j'aimais bien aussi, dans les choses qu'a dit Maline tout à l'heure, il y a les fameux accords Toltec, faites de votre mieux, ne faites pas de suppositions. Je ne savais pas ce qu'était un 8000 mètres. Je m'étais dit, je vais aller là où je peux aller. J'ai toujours dit, là, je ferai ce que je pouvais. Je n'ai jamais vendu un sommet pour un sommet. Et en partant comme ça, finalement, vous y arrivez. Et au mois d'août, c'était en 81, j'étais sur un sommet de plus de 8000 mètres. Et j'ai complètement changé à 90 degrés de vie. J'ai terminé médecine. Vous pouvez quand même m'appeler docteur. J'ai passé ma thèse. Mais après, j'ai enchaîné les expéditions, toujours comme médecin d'expédition. Et j'ai jamais voulu vraiment aller au sommet de l'Everest. Il y a un livre qui s'appelle Le pouvoir de choisir, qui dit que votre âme vous emmène là où vous devez aller, là où vous pouvez peut-être faire quelque chose, peut-être pour le transformer. Mais bon, j'ai osé. Et je me suis retrouvée un jour au sommet de l'Everest, donc après 10 années d'expédition, où chaque fois on me reproposait une expédition, je partais, je disais oui, je revenais. J'étais contente et puis et quelque chose de très important, c'est que dans les expéditions, ce que j'aimais en fait, c'est que pendant vous faites des parenthèses de vie. En fait, je ne pratiquais pas la méditation, maintenant un peu plus. Je ne pratiquais pas la pleine conscience. Quand vous êtes dans ce genre d'expédition, en fait, vous vivez au jour le jour, vous marchez, vous apprenez à être dans l'instant présent. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quel temps il va faire. Et finalement, pour l'esprit, c'est très reposant. Et à l'époque, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas tous les moyens actuellement d'Internet, etc. Donc, on partait pour 2 mois. Et je me souviens de ma mère, quand je lui ai dit la première fois que je partais, elle savait elle a pas osé me dire non, parce qu'elle connaissait ma force et mon envie et mon besoin de liberté. Et je crois que c'est le lien avec tout ce que j'ai vécu, c'était vraiment de rester libre, d'oser et d'être responsable, bien évidemment, de là où j'allais et de qui j'emmenais et avec qui je partais. Parce que l'idée, c'était pas forcément et pas obligatoirement de rester là-haut. Et c'est vrai que on partait à ce moment-là, on partait sur 2-3 mois et vous n'aviez pas de nouvelles pendant 2 ou 3 mois. Donc ça voulait dire que pour des parents, pour une mère, c'est pas toujours évident de savoir que ça fit. Mais à chaque fois, j'étais partie forte et fière de ce que j'avais en moi, de cette intuition. Un jour, c'est Éric Escoffier qui me proposait de partir comme médecin une fois de plus à l'Everest, côté chinois. Il avait été handicapé malheureusement suite à un accident de voiture. C'était un très très grand de la montagne. Moi, j'étais une grande passionnée. Je reste très humble par rapport à tous les grands. Et il avait une hémiplégie. Donc, la seule difficulté quand on monte en altitude, c'est de s'acclimater, c'est le manque d'oxygène. Donc, il faut prendre son temps, il faut monter, descendre, il faut faire des allers-retours. Lui, il savait qu'il ne pouvait pas marcher. Il voulait s'acclimater en France, aller vite. Voilà, donc je suis partie avec lui. On est monté jusqu'à 7008. J'ai touché du doigt l'Everest. Je me dis, bon, c'est ça l'Everest. Voilà, je rentre à la maison, j'arrête les expés parce qu'il serait temps. Et on me repropose de partir comme médecin au Népal.
Et cette fois-ci, je me suis dit, bon, c'est ma dernière expé, j'y vais. Ça faisait 10 ans que j'enchaînais en me disant, bon, il y a un moment, il faut que je retourne à la médecine, que je fasse autre chose. J'avais compris que le monde des expéditions, il y a quand même une balle qui est omniprésente. Tous ceux de ma génération, Bégin, Boivin, Chamour, Escoffier, tous les grands de la montagne, pratiquement tous sont restés en expédition. Parce que, on va jouer, et on joue de plus en plus haut, de plus en plus dur, de plus en plus extrême. On n'a plus cette notion de la peur, on n'a pas la notion de la mort, on n'a pas la notion du danger. Et c'est toujours comme une drogue, et la drogue, vous savez, on en veut toujours un peu plus et un peu plus haut. Moi, je n'étais pas encore trop là-dedans, et j'avais compris que j'avais la chance d'avoir un métier, d'être médecin et d'être libre d'échouer. Et j'ai toujours dit que j'étais partie libre d'échouer, c'est-à-dire que, ok, je m'amusais. Je crois que la passion, c'est très important. S'y aller avec soi, pour soi. J'ai toujours aimé ce que je faisais, même dans la douleur de la souffrance. Chaque fois que je revenais, je me dis, mais j'avais oublié que c'était, ou que je repartais, j'avais oublié que c'était si dur, parce qu'on est galvanisé quand on a réussi, quand on est porté par ce genre d'exploit. On est tellement dans la douleur, dans l'effort, dans la marche, dans le souffle, que quand on revient, on oublie parce que on a réussi et voilà, c'est tapis rouge après. Vraiment, je m'amusais. Je ne savais pas ce que c'était que des vacances. Ma vie était des vacances. Je suis partie à l'Everest en me disant c'est ma dernière. Je ne me mets pas la pression. J'avais une très, très grosse forme physique à l'époque. Je suis partie, plusieurs fois dans ma vie, j'ai su reculer. Donc, je suis partie m'entraîner en Bretagne. Niveau de la mer, 0. Je suis bretonne. Hein. Ça explique aussi beaucoup de choses. Je ne suis pas du tout savoyarde et je revendique le sang breton. Mais donc, je suis partie chez ma grand-mère. Alors, bien sûr, je m'entraînais, je courais, etc. Mais j'avais quitté la très haute. Chantal Mauduit était la fille qui aurait pu, devait, je pense, réussir l'Everest la première. C'était une très, très grande dans la montagne. Elle s'est cassée la jambe juste la veille de partir. Ça fait partie des signes. Moi, j'aime bien dire qu'il y a des synchronicités dans la vie, il y a des choses qui vous arrivent. Voilà. Pourquoi moi, pourquoi elle ? Des fois, c'est le chemin, c'est la vie. Et je suis partie, il y avait 13 femmes en compétition. Moi, j'aime bien de la première, mais tout en restant libre de mon chemin. C'est-à-dire que je ne faisais pas attention aux autres. On est dans un groupe, on marche toujours avec d'autres. J'ai eu la chance de trouver le compagnon de cordée avec celui avec lequel on ne s'encorde pas, qui était Pascal Tournaire, qui était le photographe, qui lui aussi avait un métier, qui y allait d'une façon, j'allais dire, détendue, parce qu'il venait pour faire des photos, mais aussi pour vivre cette expérience. On fait plein d'allers-retours. On ne fait pas 3000 mètres ou 4000 mètres de dénivelé quand on monte en Everest, on en fait 15 000. On monte, on descend, on monte, on descend. Il faut trouver son rythme, il faut monter les différents camps, il faut monter le matériel, il faut monter l'alimentation. Une expédition, ça dure 2 mois. On est sur le terrain pendant plus d'1 mois, plus de 5000 mètres d'altitude. Et puis petit à petit, il va y avoir dans les équipes ceux qui s'épuisent, ceux qui se découragent, ceux qui n'y croient plus, ceux qui ont eu peur, ceux qui ont beaucoup peur, ceux qui sont très fatigués. Moi, à un moment, j'ai senti que j'étais fatiguée, mais surtout que j'avais les bronches qui étaient brûlées. Je suis redescendue un peu plus bas. Dans la vie, comme ça, il y a des intuitions. L'intuition, c'est le cœur, il faut l'écouter. Je n'ai pas réfléchi, je suis allée un peu plus bas, 200, 300 mètres plus bas, il y avait un camp de chercheurs italiens. J'ai dû certainement aller manger des spaghettis ou aller voir quelques Italiens, je suis née en Italie aussi. Et puis quand je suis remontée, il y avait une partie de l'équipe qui était au camp 2. Et puis je les ai retrouvés, ils partaient jusqu'au camp 3, j'ai continué. Ce qui ne se faisait pas d'habitude, donc j'ai fait 2000 mètres de dénivelé. Pourquoi ? Parce que je m'étais reposée, j'avais reculé, j'étais en forme, la météo était bonne, c'était la dernière tentative. Il y a des moments comme ça dans la vie, vous savez, vous sentez que voilà, j'étais sublimée, j'ai senti que ça montait. Des fois, quand vous courez, c'est facile, d'autres moments, c'est beaucoup plus difficile. Et là, tout s'enchaînait. Le lendemain, il faut savoir qu'à 7000 mètres, mettre une chaussure, tout ça, ça prend du temps. Il faut faire fondre de la neige, de l'eau, etc. Il fait moins 40. Plus ça monte, moins il y a d'oxygène. Donc déjà à 7000, on doit avoir il doit rester 30% d'oxygène. On part tôt à 1h du matin. On se lève à 1h du matin, on part à 3h dans la nuit, parce que sinon, la neige est trop molle et parce qu'il peut faire très très chaud aussi en altitude.
Et puis on est parti, on est arrivé au col sud, le fameux col sud à 8000 mètres, à 9 h du matin. Et là, mon chef d'expé voulait continuer pour essayer d'arriver au sommet dans la journée, enchaîner un autre le lendemain. Le photographe veut continuer et moi, je me dis, bon, je continue. Le truc improbable, parce que normalement, on arrive au sommet très tôt le matin ou à midi. Là, il était déjà 9 h. On sait qu'on fait du 100 mètres à l'heure. Et puis, on est parti. Et j'ai senti ce moment, j'ai connu ce moment où à 8005, vous vous dites, est-ce que je m'engage ? J'ai envie. J'ose, je peux gagner, ou est-ce que je fais demi-tour, j'abandonne? Je ne dis même pas en rêve, je continue. À partir de ce moment-là, il faut être responsable de chaque pas, être engagé complètement, parce qu'au début, on fait 20 pas, après on en fait 10, après on en fait 5, on met la tête dans la neige, on respire, on est focalisé vers le sommet. Il y a le fameux passage Hilary, c'est 10 mètres de verticaux. Alors peut-être que vous avez vu les photos récentes de toute cette arête à l'Everest où il y a des bouchons. Nous, à l'époque, il n'y avait personne. Donc, ceux qui voudraient aller à l'Everest, je ne vous conseille pas. Là, maintenant, il faut prendre un péage. Il y a des gens qui vont mourir juste d'attendre parce qu'il y a 300 personnes sur toute cette arête. Tout ça parce que maintenant, ils sont routés, ils savent quel jour il va faire beau, etc. Nous, c'était un peu, il fallait sentir, il fallait juste y être. Et on est arrivé donc à 16 h 45 au sommet de l'Everest, normalement, donc au coucher du soleil. Il faut redescendre, il doit faire moins 40, il y a 10% d'oxygène. On faisait 5 pas, on s'arrête, on n'était pas encordés parce que s'il y en a un qui tombe, l'autre il peut rien. Donc j'étais avec Pascal, on était tous les deux. Et là, il y a un grand moment de solitude parce qu'à la fois vous sentez que vous avez quelque chose d'extraordinaire et à la fois vous n'osez pas vous dire j'ai gagné parce que il faut tout redescendre. Et j'ai pas pris, on a eu presque loupé la photo du sommet. Tout d'un coup, en descendant, je dis mais Pascal, on n'a pas fait la photo. J'ai vite fait ça. Et puis après, c'est un long chemin jusqu'à donc on a encore jusqu'à 8000 mètres, donc 800 mètres à descendre. Où là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous marchez depuis 1 h du matin, vous êtes debout depuis 1 h du matin. Ça fait 15 heures, on n'a pas mangé, pas bu parce que de toute façon, on ne peut pas, on est trop fatigué. Et là, vous êtes dans une hyper-concentration, pas le droit à l'erreur, vous avez 3000 mètres de chute. Mais j'ai eu peur à un moment là-haut, j'ai pris conscience de ce que je venais de vivre et d'où j'étais, en me disant que j'étais complètement folle, et je vous le confirme un petit peu, pas trop, et de savoir qu'il fallait redescendre. À 8005, quand on est redescendu, on était dans la pente. Là, tout d'un coup, vous asseyez et gratitude. Vous avez vécu un moment inouï. Et à partir de ce moment-là, moi, j'étais restée la même. Votre vie change. Parce que par rapport au regard des gens, vous êtes quelqu'un qui a fait l'Everest. Moi, j'étais Christine. Je suis toujours Christine, un peu plus vieille. Et à ce moment-là, j'étais exactement la même, sauf que vous avez fait l'Everest. Et dès le lendemain, vous croisez les autres et vous avez le regard de ceux qui auraient aimé, ceux qui sont contents pour vous. Et j'étais presque gênée de l'avoir fait, de m'être offert ce cadeau, que l'univers, parce que je pense c'est quelque chose qui m'a été offert, peut-être pour le transformer. Et à partir de ce moment-là, vous prenez conscience que moi, je pensais rentrer à la maison, reprendre la médecine. Et j'ai compris que l'Everest, ça ne devait pas être une fin. Il fallait que je le transforme en quelque chose. Mon mari pensait que j'allais rester à la maison, faire des enfants, tout. Là, je me suis dit que ce n'était pas ma vie, que je n'étais pas montée à l'Everest pour m'arrêter. Puis il y avait quelque chose qui m'attendait, mais je ne savais pas encore quoi. Et j'ai entendu parler des Seven Summits, un gentil voyage entre 5000 et 7000, de faire les plis au sommet de chacun des continents. Il y a aussi l'Antarctique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Elbrus, qui est le toit de l'Europe, c'est pas le Mont Blanc. Chez les Papous, c'était extraordinaire de rencontrer des gens qui vivaient encore sous des huttes, avec des étuis péniens, des arcs, des flèches. Enfin voilà, les deux endroits les plus magnifiques, c'était l'Antarctique et les Papous. Et bien sûr, on cherche des partenaires. J'avais un partenaire principal, et puis j'avais la ville de Paris qui m'a demandé, c'était l'époque de Chirac, de faire des conférences. Et Jean-Louis Etienne faisait ça, on était plusieurs à faire ça, des conférences dans des écoles pour les faire voyager, pour leur raconter un petit peu tout ça. Et est venue la directrice de l'école de l'hôpital Trousseau qui m'a dit « Moi, je vous veux à l'hôpital. » Oui, madame.
Et c'est la chose la plus belle que j'ai, la chance la plus incroyable que j'ai eue. Et quand je vous dis que chaque fois, la vie, c'est d'écouter son intuition, c'est des rencontres. Cette femme, elle m'a permis de retransformer, de réouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Parce qu'une fois que j'avais fait l'Everest, les Seven Summits, qu'est-ce que j'allais faire? J'étais reconfrontée à « et maintenant ?» Pendant le tour du monde, je commençais à me poser des questions. Maintenant, je fais quoi? Je vais où? C'est quoi le message de tout ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? À quoi ça sert? Quel est le sens de tout ça? Parce que c'était sympa, je m'amusais, mais en même temps, c'est toujours pareil. Hein. On monte, on descend, on se gèle un peu. C'est un peu difficile, mais je suis médecin. Voilà. Ma mère est tombée malade d'une leucémie cette année-là. Alors, je n'ai pas fait tout ça pour elle après, je l'ai fait avec elle parce que je suis allée beaucoup plus à l'hôpital que je n'aurais été certainement. Et quand j'allais voir les enfants pendant ce tour du monde, je leur parlais de la maladie comme une grande ascension. T'es où? T'es au camp 1, t'es au camp 2. Ah mince, t'es redescendu, il faut remonter jusqu'au sommet. Et puis en fait, plusieurs fois, je leur dis, mais tu as fait ton Everest. Ton Everest est beaucoup plus beau que le mien. Regarde tout ce que tu as fait. Quelles sont les qualités que tu as développées pour réussir? Le courage, la volonté, la solidarité, la confiance. Voilà, et il y en a beaucoup. Et tout d'un coup, le gamin, il écrivait Expédition Antarctique sur son t-shirt. Je termine le tour du monde. Je suis la plus haute phlébite du monde, avec une phlébite pendant le dernier sommet, la Concagua. Vous voyez comme la puissance de la pensée est énorme. Il y a un livre qui s'appelle Le placebo, c'est vous, mais le nocebo, c'est vous aussi. On peut se faire vraiment du mal à croire qu'on va avoir mal, mais on peut se faire du bien à penser qu'on a bien. Et là, le corps, des fois aussi, je savais qu'il fallait que je m'arrête, j'en avais la conscience, mais le corps il est juste venu me dire stop. Donc, j'ai quand même fait mon sommet, parce qu'il fallait que j'enchaîne tous mes sommets. Je suis rentrée, j'ai pris l'avion, tout. En bon médecin, je m'étais dit, moi, une phlébite, non. Donc, j'ai attendu d'avoir vraiment la jambe en l'air pour commencer à aller la déboucher. Et puis là, le corps, voilà, il vous oblige à vous arrêter. Et en même temps, j'étais là avec tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je continuais à aller voir. Moi, j'étais à Annecy à l'époque. J'allais voir ma mère qui était à Paris. Et j'allais voir les enfants. Et puis un jour, avec un médecin, on se dit, mais si on emmenait les enfants à la montagne? À l'époque, ça ne se faisait pas. Il y a une trentaine d'années. Donc, j'ai fait l'Everest il y a 30 ans. Pareil, j'ai osé. Je n'ai jamais fait de colo de ma vie. Ce n'était pas trop mon truc. Je n'avais jamais emmené d'autres que moi en montagne ou avec des amis. Et j'ai osé. J'ai osé prendre ces enfants, que j'allais à l'hôpital, que j'allais voir, parce que derrière tous ces enfants à l'hôpital, je voyais cette force de vie, je voyais cette volonté, cette capacité à transformer. Et j'avais un outil incroyable, c'était l'Everest. Je n'avais pas compris tout à fait ce que j'allais faire et que ça allait durer. Moi, je pensais faire quelques séjours pour des enfants que je connaissais. Et je crois que ce qui s'est passé de très fort dès les premiers sommets, où j'ai emmené des enfants de 10-12 ans qui avaient encore des fois des cathéters ou des PAC ou encore de la chimio par voie orale, des fois même par transfusion. Je les ai emmenés, je leur ai fait confiance. J'aurais prouvé qu'ils étaient capables. Je les ai emmenés donc faire un sommet de 800 mètres de dénivelé, dormir dans un refuge, descendre sur la mer de glace, grimper. Voilà, un certain nombre d'activités. Maintenant, je trouve un tout petit peu, un peu trop. J'ai un peu diminué la dose. Mais ils ont tous réussi. Ils ont réussi parce que je leur ai dit, je les emmenais, je leur faisais confiance. Alors, bien sûr, j'adaptais. Je leur prenais la main. Et quand on prend la main de quelqu'un, c'est puissant parce qu'on lui donne votre énergie. Et puis après, quand je les faisais marcher, je dis, mais tu sais, moi, à l'Everest, j'étais comme toi. Je faisais 5 pas, je m'arrêtais, 10, alors des fois, ils allaient un peu plus vite. Mais tout d'un coup, ils ont pu imaginer, et très vite maintenant, quand j'accueille des enfants ou des femmes maintenant atteintes de cancer du sein, j'en fais comprendre que ce qu'ils ont vécu, c'est un Everest, voire beaucoup plus fort et beaucoup plus beau, puisque le sommet, c'est la vie, et puis c'est la rémission. Mais par contre, quand on est au sommet, c'est pas fini. Ça, je n'avais pas tout à fait compris. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que d'un premier sommet, de mes sommets à moi, j'ai appris, j'ai transformé. Au début, bien sûr, il faut manager. Alors là, ce n'était pas le truc où j'étais la meilleure, parce que moi, j'avais toute cette énergie. Je savais, moi, ce qui se passait, mais au début, je n'avais pas compris qu'il fallait expliquer, etc. Mais petit à petit, j'ai appris.
tous ces enfants, toutes ces femmes, elles m'ont obligée aussi à les chercher, à me chercher, à les comprendre. Ce que disait Maline tout à l'heure, si on ne se comprend pas, on ne peut pas aider les autres. Si on ne sait pas où on en est et ce qu'on est, pourquoi j'ai été à l'Everest, qu'est-ce que je suis allée chercher là-haut, qu'est-ce que j'avais à prouver. Et donc tout ça, c'était un chemin très intéressant qui m'a permis d'apprendre de nouveaux métiers, de nouvelles thérapies, tout en gardant un fil conducteur qui est l'Everest, et d'aider tous ces enfants, ces femmes qui ont vécu un cancer, à redescendre. C'est-à-dire qu'ils ont tous développé toutes ces qualités de grands champions, comme tous ceux qui sont capables de faire des Everest et de vie, sans être obligés de passer par la maladie, à partir du moment où on atteint quelque chose. Mais quand on a réussi, il y a le vide, et puis après, et maintenant je fais quoi et comment je redescends? Et derrière, il y a toutes les peurs. Les femmes, les enfants, ils ont peur, il y a le regard des autres, mais qu'est-ce que je vais faire et si je rechute et comment je vais faire? Donc l'idée, c'est de maintenant leur faire comprendre qu'après l'Everest, d'abord c'est en avoir la conscience de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'elles ont vécu, et c'est de les aider à retransformer, à redescendre, à le transformer en étant libres, c'est très important, de la maladie, fiers de ce qu'ils ont vécu et surtout légers, de lâcher tout ce qu'on a en nous qui nous empêche d'oser toutes ces peurs, toutes ces croyances limitantes. Moi, je leur fais faire de l'escalade chaque semaine. Là, j'ai un groupe de femmes aujourd'hui que j'ai abandonné hier soir. Et chaque fois, j'ai des femmes, je leur fais faire de l'escalade. J'ai une grande salle d'escalade de plus de 10 mètres de haut. Et chaque fois, il y en a la moitié qui « Ah non, mais je vais pas pouvoir, j'ai peur, je vais pas y arriver ». Et je peux vous assurer qu'elles y arrivent toutes. Le vrai vertige, ça n'existe pas. Ça va pleurer, certaines vont crier, non, très peu, mais ça va pleurer d'émotion, de joie et de lâcher prise. En fait, c'est le lâcher prise à travers l'escalade qu'on réussit à switcher. Et surtout, ça lâche tous ces blocages qu'on a tous entre nous, en nous d'ailleurs, et qui nous empêchent d'oser. Et surtout, toutes ces croyances, je ne suis pas capable, alors que si vous leur dites tu peux le faire, par contre, donnez confiance, leur faire confiance. Et si vous faites le pas de plus, c'est là que vous gagnez. C'est ce pas des fois où non, je descends. Non, je t'accompagne. Et un pas, vous progressez, vous sortez de la voie. Et ça, c'est souvent dans la vie, on n'ose pas ce pas. Non, c'est bon, j'arrête. Alors que c'est ce pas qui nous fait aller plus loin, qui nous fait vivre, oser. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'en fait, j'ai réussi à transformer mon Everest, à donner du sens à tout ça. Alors, ça fait 20 ans que c'est un sacerdoce, que j'ai donné un peu ma vie, beaucoup, mais c'est un choix. C'est un choix parce que, d'abord, j'aime ce métier, j'avais quelque chose à transmettre, que prendre la main d'enfants, de femmes, les transformer, quand vous voyez les visages quand ils arrivent dans la maison et quand ils repartent, ils sont transformés, vous êtes nourris par ces feux qu'on retrouve dans les yeux, par ces sourires. Quand on donne un tout petit peu, je peux vous assurer qu'on reçoit beaucoup. J'ai accompagné 6000 personnes, donc 4600 enfants et 1300 femmes. Pour les 20 ans de l'association, je m'étais donné l'autorisation de dire « stop, j'arrête ». C'était là, je suis en train d'attendre les 26 ans. C'était en 2014. Parce que ça devenait lourd, je ne comprenais plus, j'avais plus envie, je n'étais plus libre. J'étais toujours responsable, trop responsable. Donc là aussi, c'est trouver l'équilibre entre responsabilité et liberté, mais que ce ne soit pas trop des deux. Être trop libre, ce n'est pas bien non plus, parce que moi, j'ai toujours été très libre, j'ai jamais eu de patron. Heureusement que des fois, j'ai une assistante qui me donnait des missions, parce que des fois, j'avais plus envie. Et il faut un tout petit peu, même si je savais que j'avais des choses à faire. Et quand je me suis redonné cette autorisation de liberté, j'ai un peu, comme on dit, ouvert mes chakras. C'est-à-dire qu'au lieu d'être plombée, de ne plus avoir envie, j'ai vu une femme arriver avec son bandana, ça y est, je savais. Et je sais que les choses, quand c'est juste que ça doit se faire, ça se fait. J'ai juste vu
Et ça y est, ça fait, le message était passé. Les femmes et les enfants d'abord. Excusez-moi, messieurs, mais les femmes, pourquoi les femmes? C'est parce que les femmes, d'abord, il y a beaucoup de cancers. Pourquoi le cancer du sein? Parce que le cancer du sein, il y a le cancer et il y a le sein, avec tout ce qu'il y a derrière de féminité, de sexualité de la femme. Que la femme s'occupe des enfants. Et le nombre de femmes que je reçois qui ne se sont jamais occupées d'elles, qui s'occupent du mari, des enfants, du boulot, voilà, et pas d'elles. Donc, mesdames, ici, priorité, c'est vous. Sachez ce qu'a dit Mylène tout à l'heure, Maline, dire non. Et toutes sortent de chez nous en ayant maintenant comme vision, n'attendez pas d'être malade. La maladie, elle vient vous dire stop, alors que vous saviez, alors c'est pas pour vous, alors que l'on sait qu'il y avait un message, qu'on était fatigué, qu'on n'était plus en phase, qu'on n'était plus dans nos valeurs, qu'on n'était plus dans ce qu'on aimait, qu'on n'était plus dans notre liberté. Et la maladie, elle vient vous dire stop. Moi, elle m'a dit stop quand il fallait que j'arrête de marcher. Le cancer, c'est quelque chose qui dit stop. Toutes les femmes prennent conscience de... Ah oui, c'est à cause de... C'est pas de leur responsabilité, c'est de leur responsabilité parce qu'on est tous responsables de notre vie, mais c'est pas de la culpabilité. C'est pas à cause d'eux que je suis tombée malade. C'est maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Et j'étais très heureuse un jour et très fière un jour d'avoir écrit le cancer, Q-A-N-D-S-E-R-T. Qu'est-ce que je fais de ce message? Qu'est-ce que je fais de cette épreuve? Je reste victime, je transforme, je sublime et j'en fais une force pour savoir ce que je veux plus, où je veux aller, pour savoir dire non, pour savoir prendre soin de moi, pour encore plus prendre soin des autres. Et à partir de là, moi j'ai vu des femmes transformer leur vie. Alors des fois, le mari, excusez-moi, il a sauté, mais il fallait qu'il saute avant. Mais elles n'osaient pas. Elles ont retrouvé, mais bon, le mari, il en a, voilà, c'est son choix aussi. Mais non, heureusement pas toutes. Il y en a qui sont mariées, il y en a qui allaient très bien. Mais elles ont changé de boulot, elles ont retrouvé une liberté de vie. Elles se sont occupées d'elles avant de s'occuper que des autres, du boulot, etc. Et c'était de leur responsabilité. Sauf que maintenant, elles n'entendaient pas, elles ne voyaient pas. Plusieurs m'ont dit non, mais je savais, voilà, mais je n'ai pas vu, je n'ai pas osé. Et la maladie, elle a dit stop. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de femmes qui, suite à nos séjours, ou qui petit à petit ont cheminé, ont compris, et qui arrivent à dire merci la maladie. Parce que, ça y est, elles ont ouvert un autre champ de possible. La maladie, oui, j'en ai qui sont mortes, oui, j'ai des enfants qui sont morts, oui, mais beaucoup maintenant vivent, et peut-être encore mieux, et qui ont su transformer, dire merci la maladie pour pouvoir avancer. Une dernière chose, juste, j'ai pas pris je ne sais pas où j'en suis dans le timing. C'est bon encore? Parce que je peux vous assurer que chaque semaine est magique. J'ai 16 enfants, alors j'ai soit des enfants, soit des femmes, j'ai 12 femmes à la fois. Et chaque fois, vous prenez 12 femmes ou 16 enfants, qui n'ont qu'une raison de se trouver ensemble, d'être ensemble, des milieux très différents et tout. Et il y a juste la reconnaissance voilà, on se reconnaît, nos âmes se reconnaissent parce qu'on a vécu la même souffrance, la même douleur. Qui peut comprendre l'Everest? Je ne voulais pas raconter tout parce que là, sinon, on avait pour la soirée. Mais qui peut comprendre l'Everest? Personne, si on n'a pas été là-haut, ce que c'est que de ramper à 8000 et quelques mètres. Qui peut comprendre un cancer? Qui peut comprendre la souffrance de quelqu'un? On peut être à côté, on peut être bienveillant, on peut être en empathie, mais on ne comprendra jamais exactement ce que vivent ces femmes. Ces femmes, tout d'un coup, elles se reconnaissent, leurs âmes se reconnaissent, elles sont en connexion, elles n'ont pas besoin de s'expliquer, elles se regardent, elles savent, elles s'autorisent à pleurer, elles peuvent enfin rire. Beaucoup de femmes n'ont pas ri depuis la maladie, depuis les traitements. C'est des traitements très lourds. On pense que le cancer du sein, c'est un petit cancer. C'est un vrai cancer. Il n'y a pas de petit cancer. C'est violent. Ça touche, on perd les cheveux, elles vont être ménopausées, elles vont
vivre de la radiothérapie, de la chirurgie, amputés des 2 seins, voire d'un. C'est très, très violent. Le corps change. Et et une fois que tous les traitements sont finis, tout le monde a envie de leur dire que c'est fini. Ça y est, t'es fini, t'es guéri, t'es en forme, mais tu vas bien, t'as bonne mine. Bon, les cheveux, ils repoussent. Et elles ont toutes les peurs qui reviennent et la peur de mourir, ce qui est légitime. J'en ai encore appris une ce matin. La peur de rechuter et personne ne peut comprendre ce qu'elles vivent. Et la fatigue. Retourner au boulot quand vous avez été soigné pour des gros chimios, des gros traitements, c'est compliqué. Parce que la chimio, en plus, ça les fatigue, ça ralentit un tout petit peu la mémoire. Elles ne trouvent plus leur place. Et les autres, même bienveillants qui les accueillent, ne peuvent pas comprendre. Donc, elles ne trouvent pas leur place. Donc là aussi, il y a tout un chemin à franchir. Donc, il faut travailler au début du mi-temps, puis après reprendre, etc. Sur toutes ces expériences de vie, je peux vous assurer que moi, l'Everest à côté, c'était pas grand-chose. J'ai entendu des choses extrêmement difficiles. Sur une semaine, en 1 ou 2 jours, les femmes ont lâché des gros paquets de choses qui ne leur appartiennent pas quelque part, parce qu'il y a de la bienveillance, parce qu'il y a du non-jugement. Tout ce que disait Maline, sauf que là, c'est un petit cocon, c'est-à-dire que c'est encore plus fort, et qu'il y a de l'amour. En fait, je crois qu'il faut oser le dire. Monter à l'Everest, c'est aller chercher de l'amour, c'est de l'amour, c'est vivre sa passion, c'est de la passion pure. Dans ce qui se passe dans tous mes séjours, moi j'ai vu beaucoup d'amour. Dans tous ces enfants que j'ai reçus, je peux vous dire, je vais vous montrer un petit film de 4 minutes tout à l'heure. Vous allez voir cette force de vie qu'ils nous donnent, tout cet amour qu'ils ont entre eux, ces leçons de vie et de courage. Moi, je n'ai pas vu beaucoup d'enfants refuser d'aller à leur sommet parce qu'ils savent très bien qu'au sommet, c'est eux qui viennent chercher et qui veulent se prouver qu'ils sont capables. Donc moi, j'ai juste envie de vous dire plein de choses. Déjà, aimez-vous, parce que souvent, on ne s'aime pas. Aimez-vous, osez tous vos Everest, parce qu'il y en a plein. On n'a qu'une vie, et quand elle est finie, c'est trop tard. Donc profitez-en. Suivez votre intuition, elle est très très forte. Elle sait très bien où vous allez. Et puis moi, j'aime bien dire que pourquoi moi j'ai fait tout ça, pourquoi, je ne sais pas. J'ai juste envie de dire une gratitude. Il faut être en gratitude de tout ce qu'on a de beau. On ne le voit pas, ce qui est beau. Moi, j'aime bien dire aux enfants, aux femmes, tous les jours, il faut 4 plaisirs par jour. Parce qu'on voit tout ce qui ne va pas bien, mais on ne voit plus ce qui va bien. Mais des petites choses qui nourrissent le cœur, qui stimulent l'immunité, qui font la flamme intérieure. Il faut se nourrir de tout ça. Et c'est très, très puissant. Et puis après, méditer, arrêter de... La méditation, c'est un outil exceptionnel. Le gong, d'ailleurs, a introduit la séance. Mais la méditation, c'est très simple. C'est essayer d'arrêter de penser. Mais c'est hyper compliqué. Parce que le mental, il vous emmène là où vous n'avez pas envie. Le passé, c'est passé. Et on oublie de vivre l'instant présent. Vivez l'instant présent, en pleine conscience, avec beaucoup de gratitude, en ouvrant les yeux avec tout ce qu'on a, la chance qu'on ait d'être ici, d'être en vie, d'être ici en France, d'être ici tous les jours, de toutes ces belles rencontres, parce qu'on finit par l'oublier tout ça. Moi, la première, donc c'est un travail permanent. Et ces enfants, ces femmes me ramènent à l'essentiel, au cœur, à l'amour, à la vie. Et je peux vous dire que moi, tout à l'heure, ces images, tout de suite même, j'ai envie juste de vous offrir ça, ces messages de tous ces enfants, pour que tous ensemble, tout ça, ça soit le plus beau cadeau qu'ils puissent vous faire. Voilà, c'est pas moi du tout qu'il faut remercier ces enfants, ces femmes. Je peux vous dire que chaque fois, je les remercie de m'avoir fait les rencontrer et de tout ce qu'ils nous donnent. Voilà, donc je vous envoie en images sur des sommets de ces enfants qui ont tous eu un cancer et qui vont vous donner des jolis petits messages.
ocean, world is yours now. The world is yours now. The world is yours. C'est une aventure inoubliable, on se la rappellera toujours. Franchement, je crois que c'est la meilleure semaine de toute ma vie. Ça me prouve que je suis capable de faire tellement de choses. Je pourrais même grimper sur le haut du Mont Blanc. Quand Christine elle a dit à chacun son Everest, c'est vrai, parce que là ma maladie elle est toujours pas finie, je vais aller jusqu'au bout. Maintenant c'est une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre sur la vie. Je verrai tout différemment. Je ne suis pas atteinte d'un cancer, je suis atteinte du courage. World is yours now. Par exemple. Bien évidemment, tous les applaudissements, c'est pour les enfants et ils sont atteints du courage. Je n'ai pas tout raconté, mais on a une énorme maison à Chamonix que j'ai complètement rénovée. Là aussi, j'ai commencé, j'avais 1 million de francs, c'était il y a 20 ans. Il en fallait 12 et je les ai eus dans l'année, je ne sais pas comment. Voilà. Donc il faut oser, il faut y croire. Plus vous y croyez, c'est la loi de l'attraction positive. Je crois que c'est demain, j'aurais bien le positivisme, l'optimisme qui est tellement important. Après, j'ai créé une salle zen, j'ai le parc aventure, j'ai une salle, j'ai fait un jardin thérapeutique aussi botanique. Enfin voilà, dès que j'ai un projet, j'aime bien, je le monte. Après, effectivement, c'est une grosse responsabilité d'accueillir tous ces enfants. Il y a un jour, je me suis dit, je ne suis plus capable. D'abord, vous avez vu, j'ai envoyé un peu la sauce dans des voies en montagne un peu engagées. Maintenant, j'ai ralenti un peu. J'engage beaucoup moins parce que je m'en sens plus responsable, justement. Je n'ai plus cette énergie ou cette folie. Ou en même temps, j'étais engagée, responsable. Et il n'était pas question qu'il y ait le moindre incident pour tous ces enfants. Il y a de chaque fois médecins, infirmières, animateurs, des guides, etc. Mais voilà, j'avais une responsabilité énorme par rapport, bien sûr, aux médecins, aux parents. Vous imaginez les parents qui confient leur enfant qui sort de chimio, qui est pas encore allé dans des colos, etc., qui retourne à peine à l'école, ou à l'école, tout le monde ne comprend pas complètement ce qu'il a vécu. Donc voilà, c'est aussi un cap d'accompagner les parents à travers ces séjours. On a un site internet où on met les photos, donc ça les rassurait. Voilà, il y a eu tout un chemin derrière, ça fait 25 ans, 26. Au début, je ne savais pas faire. J'ai une équipe de 10 personnes salariées. Au début, alors voilà, il a fallu apprendre tout ça. Mais voilà, c'est le chemin, c'est oser se tromper. Bon, il ne faut pas refaire trop souvent les mêmes erreurs. Mais, et puis après, chaque fois, oser changer. Parce que je pense que le changement est important. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est pas ce que je fais maintenant, parce que j'ai changé, j'ai appris d'autres choses, je suis dans une autre énergie, j'ai compris d'autres choses. Donc maintenant, une balade en montagne pour même les ados, finalement, ça leur suffit, alors que je pensais qu'il fallait faire de l'extrême, comme les voies et tout. Et puis en fait, ça leur suffit parce qu'ils ont envie d'être là, ils ont envie de partager, ils ont envie de vivre ce moment. Et comme ils connaissent pas, et je croyais que parce que moi j'aimais ça, ça aussi j'ai compris. J'ai emmené des gamins au pôle Nord, j'en ai emmené au Spitzberg, j'en ai emmené au Bhoutan, je faisais des voyages pour les enfants. Et un jour j'ai compris que un séjour à Chamonix, j'avais le même résultat, que j'engageais moins,
que je prendrais moins de risques, ça coûtait moins cher, et que finalement, pour les enfants, c'était le même résultat. Mais moi, j'avais mes croyances que comme j'aimais ça, alors bien sûr qu'ils étaient contents, mais je ne pense pas que le résultat était supérieur à faire simple. Donc j'aimais bien monter toujours, et puis j'ai appris aussi. Voilà. Donc ce que je fais maintenant, c'est encore plus puissant, je pense, dans le message, parce que j'ai compris beaucoup de choses de ce que je peux expliquer et comment accompagner les enfants et les femmes dans leur reconstruction, dans la confiance, parce que bien sûr, elles ont tous perdu leur confiance, l'estime, ils ont peur. Mais voilà, donc tout ça, ça a été un chemin. Au début, j'ai osé. Voilà. Puis après, j'ai appris. Et puis, et là, je suis assez fière. Honnêtement, chaque fois, il y a de l'ordre de la magie. De ce qui se passe dans cette grande maison que vous avez pu voir. On a 1200 mètres carrés, 6000 mètres carrés de terrain façon Mont-Blanc. Si un jour vous passez à Chamonix, n'hésitez pas à venir visiter ce lieu parce qu'il est magique. Et les financements, tout ça, enfin voilà, c'est pareil. Moi, j'avais un peu l'habitude des partenaires, donc j'ai fait à ma façon. Et j'ai des partenaires fiables, enfin toujours présents depuis 25 ans. Toute la nourriture, c'est Carrefour. La SNCF nous donne tous les billets de train. J'ai des partenaires depuis l'origine qui sont toujours là parce qu'ils ont vu, sont venus voir, ça donne du sens à leur métier. C'est aussi ce qu'on voulait avec Christophe, c'est expliquer que derrière l'entreprise, derrière chaque personne, c'est le sens en fait, le cœur, l'amour qui est aussi le vecteur et qui nous nourrit, je pense, encore peut-être davantage, voire différemment, en tout cas, voire mieux. Je vais vous laisser poser des questions maintenant. Merci beaucoup, Christine. Et merci aussi de ce beau témoignage de vie, de cette vie que vous consacrez aux jeunes et puis à ces femmes. Et merci aussi pour ces très belles images, parce que je pense que tout le monde a été très ému par voilà, l'exemple, enfin, ces visages rayonnants. Et puis ce que vous ne savez pas, c'est que Christine nous avait donné son accord. On était hyper contents d'avoir sa participation pour fin août. Mais comme on a dû changer la date, Carole, qui l'assiste très efficacement et très gentiment, m'a dit, bon voilà, on est en train de regarder. Et donc, il y avait plusieurs choix à faire en septembre-octobre. Et Christine a décidé de venir à Bordeaux. Évidemment, c'était encore plus difficile quand toutes les autorités nationales et régionales ont dit que Bordeaux était une ville extrêmement dangereuse. Voilà, donc merci beaucoup, Christine. Même pas peur. Et je crois que donc Robert veut poser la première question. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais juste répéter la question pour que les internautes puissent l'entendre aussi. Donc, la question, c'est est-ce que cette philosophie que vous avez développée pour les enfants, etc., peut être aussi utilisée pour des personnes qui sont socialement détruites? Bien sûr. Malheureusement, je ne peux pas aider la Terre entière. J'ai été obligée de me limiter, déjà chez les enfants et tout. Mais j'ai aidé pas mal d'associations, là encore, dans une association qui aide je cherche le mot, j'ai des trous, qui sont à la rue, qui sont en situation de difficulté, parce que je leur prête je leur donne du matériel, je leur prête ma salle d'escalade, etc., parce que c'est la confiance, et c'est aussi les sortir, tous les immigrés. Voilà, j'ai une amie qui essaye d'occuper tous ces immigrés qu'on met dans un coin, et puis qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils n'ont pas de papier. Enfin, c'est un cercle vicieux. Et elle les emmène en montagne aussi pour pouvoir justement leur permettre d'être utiles, de
de ressentir leur corps, de reprendre confiance et d'être dans l'action, quoi. Et puis c'est toujours pareil, vous méditez. Quelqu'un qui attend, qui fait rien toute la journée, qui a peur pour demain, qui ne sait pas ce que lui réserve son avenir, il fait que penser, que avoir peur. Là, en montagne, ça y est, vous apaisez, vous respirez, vous soufflez, c'est beau. Il sort de son petit trou. C'est très puissant, oui, mais malheureusement, voilà, il faut des lieux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cette maison, j'ai beaucoup investi, travaillé, mais j'ai eu beaucoup de chance. Mais je pense que la chance, il faut aller la chercher. Mais elle est là. Tout le monde en a. Après, c'est un sacerdoce, comme tous ces gens qui s'engagent dans toutes ces associations. La difficulté, moi j'ai une amie qui s'occupe de petites filles aux Philippines, qui a malheureusement été abusée, etc. Et elle a commencé à 18 ans et elle ne peut pas arrêter non plus, quoi. On ne sait pas arrêter parce qu'il y a trop de choses à faire. Donc oui, beaucoup de gens, même des gens pas malades et tout, ils viennent chez moi, je peux les coacher, hein. On a tous besoin. Et on a des outils surtout très, très puissants. Oui. Oui. Vous parlez de la peur et comment vous faites, parce que pour moi, dans la peur, il y a une dimension aussi de gestion du risque. Ok, donc c'est une alerte par rapport à un risque. Donc vous êtes dans votre parcours dans la montagne et dans l'accompagnement des enfants, donc il y a cette gestion du risque. Et après, vous dites, quand je descends l'Everest, je suis rattrapé par la peur, ou quand les personnes que j'accompagne, en fait, ont passé le cap, elles sont rattrapées par la peur. Et du coup, en fait, comment vous appréhendez le rôle de la peur, en fait? Voilà, c'est ça ma question. Alors, la question, c'est comment on appréhende le rôle de la peur? Alors, moi, quand je démarre un séjour, je leur demande quelles sont les qualités pour faire des choses extraordinaires comme l'Everest et comme gagner une maladie. Et la peur, je la mets toujours comme effectivement soit vous protégeant et c'est un warning, soit vous limitant. Donc la peur, elle vous sauve parce qu'elle vous empêche de sauter par la fenêtre ou de faire quelque chose où voilà, vous avez la notion du risque. Mais après, moi, si j'étais là-haut, que je serais restée bloquée, paralysée par ma peur, je ne descendais pas. Donc j'ai eu conscience que là, danger. Là, autant la montée, on n'est pas dans le même trip et puis on est attiré vers le haut. Autant la descente, moi j'ai des expériences d'expé où il y a des gens qui arrivaient au sommet, lâchaient tout, ça y est, j'ai gagné, qui se mettaient à courir dans la pente et tombaient. Donc voilà, la peur, elle est très importante, mais il ne faut pas qu'elle me limite, il ne faut pas qu'elle me paralyse. Donc voilà, c'est juste équilibre. Et tous ces enfants, ces femmes, beaucoup les femmes, ont pleine peur intérieure qu'elles ne savent pas de rechuter et de mourir, ce qui est légitime. Mais qu'est-ce que je fais de cette peur? Est-ce qu'elle m'empêche de vivre le premier jour du reste de ma vie et d'avoir peur toute ma vie? Ou est-ce que je vis en paix, en sachant que la peur, oui, elle est là, mais elle ne m'empêchera pas de vivre? Parce que si elle m'empêche de vivre, le peu que j'ai à vivre, si c'est peu, ça peut être beaucoup, je vais avoir toujours peur. Donc vous imaginez, vous passez votre vie à avoir peur de mourir. Voilà, donc. Et beaucoup de femmes, moi j'ai une médecin qui me dit quand elles reviennent de chez toi, elles n'ont plus peur. Parce qu'elles en ont pris la conscience. Et que là, tout d'un coup, je leur dis, mais osez votre vie. Et plus vous serez dans votre vie, justement dans ce que vous avez envie, dans votre cœur. Parce que les peurs, c'est souvent les habitudes aussi. L'intuition, c'est le cœur. Les peurs, c'est les habitudes. C'est ce que je connais. Donc là, si je sors de mon cadre, les gens ils aiment bien être dans un cadre. Si je sors de mon cadre, je ne sais pas faire. Or, beaucoup de femmes, quand elles viennent chez moi, je leur dis, bon, qu'est-ce qui, au moment de venir, vous n'avez plus envie? Parce que j'en ai toujours quelques-unes. Et puis, en fait, ou les enfants qui ont refusé plusieurs fois, puis qui finalement reviennent, ils disent, ah non, mais je ne sais pas pourquoi j'ai refusé avant. Parce qu'on a peur de l'inconnu, souvent aussi. Voilà, donc vous avez tout à fait raison. La peur, c'est qu'est-ce que j'en fais? Elle est importante, mais elle ne doit pas me polluer et ne doit pas me freiner aussi dans tout ce que j'ai à faire.
Quand on a peur en montagne, si tout d'un coup, oui, il y a des moments où on a peur, mais si ça nous enlève tous nos moyens, si vous êtes comme ça, là, vous êtes en danger. Par contre, là, oui, s'il y a une avalanche, tout, là, c'est dire attention, là, il faut qu'on se planque. Oui, il faut faire attention, quoi. Donc, vous avez raison. Une autre question? Merci beaucoup, Christine. Donc, merci parce que vous nous avez dit que vous quittiez donc un des séjours que vous êtes en train d'organiser donc je pars avec demain des matin, femmes. je ne peux même pas profiter de ce beau lieu. Merci infiniment. Merci beaucoup à vous.